Je prends la parole aujourd'hui au nom du président Idrissa Seck, qui est le candidat de la coalition IDI 2019. Je voudrais, avant de commencer, rendre grâce à Dieu et rendre grâce aux Sénégalais qui tous les jours endurent des souffrances sans pour autant que des solutions efficaces leur soient proposées. Au nom du président de la République du Sénégal, qui nous a fait un discours à la nation teinté d'un bilan et qui n'a pas du tout respecté les promesses qu'il a tenues. Au nom de cette continuité, nous allons vous présenter aujourd'hui la vision de notre candidat. Présents et ceux qui ne sont pas présents. Je voudrais remercier personnellement le vice-président Déthié Fall. Je voudrais remercier personnellement le secrétaire général Lamine Ba, le secrétariat national, comme je l'ai dit, et les coordonnateurs communaux et départementaux. Je voudrais aussi remercier tous les journalistes qui sont aujourd'hui ici présents et les Sénégalais intéressés à la chose publique qui sont présents pour écouter la déclinaison de notre vision. Alors, il y a eu un petit amendement sur l'ordre du jour. Nous avions dit dans un premier temps qu'on allait procéder à l'analyse du discours du président de la République, le président Macky Sall, son discours bilan. Finalement, nous considérons que nous en avions suffisamment dit lors de notre débat du 31 décembre, quand nous avons scandé avec tout le peuple sénégalais réuni qu'il avait pris un certain nombre d'engagements qu'il n'a pas su respecter. Nous avons l'habitude de dire que le président Macky Sall n'a plus besoin de personne pour constater son échec et que les Sénégalais n'ont plus besoin de personne pour leur faire l'argumentaire de l'échec du président Macky Sall. Et le président de la République, le président Idrissa Seck, c'est un lapsus très révélateur, vous allez voir. Peut-être que c'est Idrissa Seck qui sera le président de la République dans 3 mois. Et le président Idrissa Seck lui-même a dit récemment qu'il ne va plus perdre son temps à faire des critiques au président Macky Sall parce que les Sénégalais ont compris, mais qu'il va passer son temps à faire des propositions de solutions alternatives. Donc nous avons décidé finalement d'élaguer cette première partie et nous allons vous présenter ce que nous appelons notre vision programmatique. Alors dans le mot vision programmatique, vous allez voir qu'il y a le mot vision, qui est un regard qu'on a sur un horizon lointain, qui doit être la marque de fabrique de tous les hommes d'État, comme le président Idrissa Seck. Vous allez aussi voir qu'il y a le mot programme. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est entre la vision et le programme. Parce que le programme, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, vous sera décliné très bientôt. En détail, mesure par mesure, ce sera soumis à l'appréciation des Sénégalais pour qu'on voit qu'il y a une possibilité de développer le Sénégal avec des idées novatrices. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, encore une fois, c'est entre la vision et le programme. Et c'est ce que nous appelons la vision programmatique. Je dois aussi remercier les alliés, tous les alliés du président Idrissa Seck au niveau de la coalition IDI 2019. Alors, ce travail qu'on va vous présenter a plusieurs sources. La première source, c'est notre commun vouloir de vie commune sénégalaise. C'est pour ça que vous verrez que le Sénégal, en tant qu'État, en tant que République, occupe une place particulièrement importante dans notre vision. Mais c'est aussi la vision du président Idrissa Seck, qui en est à sa 3e élection présidentielle, qui a déjà décliné une vision et un programme en 2007, une vision et un programme en 2012, une vision et un programme en 2019. C'est aussi le travail d'éminents cadres du Parti Rewmi et de la coalition IDI 2019 qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, au nom du président Idrissa Seck, je remercie tous les cadres de la SECAR qui ont contribué à ce travail. Ils sont au Sénégal, ils sont au Maroc, ils sont aux États-Unis, ils sont à Dubaï, ils sont partout. Pour la plupart, nous ne les avons jamais vus, mais ils ont eu la générosité de mettre à notre disposition leur brio intellectuel pour que nous arrivions aujourd'hui à avoir quelque chose de potable qu'on peut présenter aux Sénégalais. Mais ce travail ne s'est pas limité à la SECAR et aux cadres. Il y a énormément de cadres qui sont dans le parti, qui ne sont pas dans la SECAR, et qui, sans même être sollicités de façon officielle, ont apporté leur contribution au travail. Il y a des Sénégalais que nous ne connaissons pas, qui ne militent pas dans le Parti Rewmi, qui ne soutiennent pas officiellement Idrissa, qui nous ont
qui nous ont contactés pour nous dire que j'avais une vision sur telle ou telle partie du programme et je voulais vous donner mon point de vue parce que c'est le Sénégal qui m'intéresse. C'est tout ça qui donne le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je précise, parce que c'est important, que le travail qu'on va faire aujourd'hui n'est pas la présentation en détail du programme. Cela va venir. Il nous reste encore des petites choses à finaliser parce que dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons pas encore vu un candidat qui a présenté un programme chiffré. Un programme chiffré, c'est un programme qui va au-delà des slogans et des engagements pour dire voici les mesures nouvelles que je vais mettre en œuvre, voilà là où je vais trouver l'argent pour pouvoir financer. Donc un programme a un coût. Mais dans notre pays, on est habitué à avoir des programmes sous forme de slogans qui n'engagent pas vraiment leurs auteurs, qui ne nous disent jamais comment ils vont financer leur programme. Donc c'est ce dernier travail de costing que nous sommes en train de faire avec nos experts. Et très bientôt, le programme sera disponible et vous sera présenté. Donc par rapport à la vision, je ne sais pas si on peut y aller. Nous avons fait nos affiches, nous avons fait notre teaser sur le programme, la vision programmatique du 1-3-15-45. Beaucoup de personnes nous ont appelés pour nous dire qu'est-ce que cela signifiait. Les plus audacieux ont même dit que c'est une déclinaison qui sortait du Coran et qu'il y avait un peu de bâtine dans le programme qui permettrait au président Idrissa Seck de gagner. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais nous sommes des humains avec nos limites, nos croyances, nous croyons au travail. Et la vision programmatique 1-3-15-45 que nous allons vous proposer est la conséquence du travail d'ensemble que nous avons fait jusqu'à présent. Le 1, c'est notre pays, le Sénégal. Au-delà de nos appartenances partisanes, qu'on soit de Réumi ou de notre parti, qu'on soutienne le candidat Idrissa Seck ou un autre candidat, nous travaillons tous pour le Sénégal. Nous ne travaillons pas pour des intérêts privés, nous travaillons pour notre pays. Et pour nous, c'est un sacerdoce. C'est pour ça qu'au lieu de mettre un slogan partisan au début de notre programme, nous avons préféré mettre le Sénégal, que nous partageons tous. C'est la vision 1. Le 3, ce sont les 3 axes programmatiques. Vous savez qu'il y a un certain plan Sénégal émergent qui est basé sur 3 axes programmatiques. Ça n'a pas été très original parce que ce sont des axes qui condensent les différentes thématiques qui sont traitées dans le plan. Dernièrement, il y a une dizaine de jours, le président Idrissa Seck a décliné lui-même les 3 axes programmatiques que sont la gouvernance, l'économie et la sécurité. Donc nous savons déjà, d'ores et déjà, que si nous accédons au pouvoir avec Idrissa Seck comme président de la République, nos axes de gouvernance sont clairement déterminés. Rappelez-vous que les 3 axes du plan Sénégal émergent ont été mis en place 2 ans après l'avènement du président Macky Sall, à la suite d'un tâtonnement et à la suite d'une consultance payée à 2,5 milliards à un cabinet qui nous a donné le plan Sénégal émergent. Nous avons anticipé, nous savons où nous allons aller et les axes programmatiques sont clairs et ils seront pérennes durant le quinquennat du président Idrissa Seck. Le 15, ce sont les 15 visions patriotiques. Nous allons décliner le programme en axe programmatique, en vision patriotique. Nous voulons, le président Idrissa Seck veut un Sénégal compétitif, un Sénégal instruit, un Sénégal juste, un Sénégal fier, un Sénégal univoque, un Sénégal ambitieux, un Sénégal équilibré, un Sénégal moderne, un Sénégal prospère, un Sénégal solidaire, un Sénégal connecté, un Sénégal durable, un Sénégal endogène, un Sénégal ouvert et un Sénégal sécurisé. Maintenant, le détail des mesures de ces 45 thématiques vous seront présentées lors de la présentation officielle du programme. Vous allez les voir aujourd'hui, mais nous allons, pour chaque thématique, vous donner l'idée générale
et une ou deux mesures emblématiques qui nous permettent de refléter l'état du niveau du débat au Sénégal en ce moment. Donc, notre programme, vision programmatique 1, 3, 15, 45, c'est 1, le Sénégal, notre pays, 3 axes programmatiques, 15 visions patriotiques, 45 déclinaisons thématiques. Un Sénégal juste, avec 4 points essentiellement. Premier point, l'administration publique. D'aucuns diront la fonction publique, mais nous pensons que cela va plus loin que la fonction publique. Notre option, rationaliser, motiver, ouvrir. Rationaliser parce qu'il y a beaucoup d'éléments de dépendance de l'administration publique qui contribuent à augmenter les budgets et qui ne sont pas forcément utiles. Motiver parce que nous considérons que ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des fois dans des conditions tellement précaires qu'il faudra leur donner les avantages et les privilèges proportionnés qui leur permettent d'être de bons fonctionnaires et de bons agents de l'État. Ouvrir parce que nous considérons que notre système public, le système de fonction publique à la française, est encore trop cloisonné. Qu'il y a trop de Sénégalais talentueux qui n'ont pas fait le concours de l'ENA, qui n'ont pas fait les concours d'administration, qui ont de beaux parcours, qui sont brillants, qui peuvent être utiles à leur pays, mais qui n'ont pas la chance d'être utilisés par l'administration publique de leur pays. Nous proposons de leur trouver des passerelles. Nous proposons de leur trouver des passerelles pour que toutes ces personnes brillantes puissent travailler avec des contrats spéciaux ou d'autres formes de contrats dans l'administration publique. Une mesure phare ici, qu'on peut vous donner aujourd'hui, en attendant de revenir sur le programme, c'est que nous avons décidé, le président Idrissa Seck en tant que candidat et demain, Inch'Allah, en tant que président, de mettre en concours sous forme d'appel d'offres certains postes importants de l'administration générale qui font aujourd'hui l'objet de nominations purement subjectives au point que la plupart des directeurs généraux n'ont plus le temps de travailler dans leur bureau et de mener à bien leur mission, mais passent leur temps à faire une campagne électorale. Donc les Sénégalais les meilleurs parmi nous, qu'ils soient engagés politiquement ou non, auront la chance d'intégrer la haute hiérarchie de l'administration pour montrer leur savoir-faire. Les institutions. Le président Idrissa Seck voudrait les réformer, les stabiliser et les optimiser. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, je vais juste vous donner 2 petits exemples. Parce que vous verrez qu'après on va parler de la justice. Ici, au niveau des institutions, nous parlons principalement de l'institution du président de la République et de l'Assemblée nationale, principalement. Le président de la République du Sénégal n'est pas un président de la République. C'est un monarque. C'est un monarque qui a trop de pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution du Sénégal. Ce n'est pas un problème de Macky Sall ou de Abdoulaye Wade ou de Senghor, c'est un problème de constitution que nous avons hérité de la France et que nous n'avons jamais su adapter aux réalités de notre pays. Nous allons travailler à ce que ce pouvoir du président de la République soit rationalisé, notamment dans le recrutement de certains profils importants qui peuvent faire l'objet d'une approbation au niveau parlementaire. Ensuite, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous avons jugé utile que l'argent de poche donné au président de la République pour une utilisation discrétionnaire pourrait être revu à la baisse et soumis aussi au contrôle parlementaire. Nous y reviendrons. Mais surtout, pour les députés, la réforme phare qui est contenue dans notre programme, parmi beaucoup d'autres réformes, c'est que nous pensons, le président Idrissa Seck pense qu'il est temps qu'on arrête de parler au Sénégal des députés du président de la République. Les députés du président de la République viennent de la liste nationale. Ils sont élus au suffrage majoritaire. Cette situation devra être réformée. Et nous allons vers une proposition ferme d'une organisation des élections législatives avec un scrutin à 2 tours par circonscription et à la proportionnalité intégrale. Et cela est conforme à notre Constitution. Notre Constitution dit que tout mandat impératif est nul.
Malheureusement, dans notre réalité, ce n'est pas appliqué. Un mandat impératif est nul. Cela signifie qu'il n'y a pas de députés qui représentent une catégorie sociale particulière. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple des députés de la diaspora. Quand le mandat est impératif, on représente la nation dans son unité. Si on choisit demain d'aller à une élection à 2 tours, au scrutin majoritaire, nous allons avoir des députés qui allons devoir rendre compte, non pas au président qui les aurait mis dans une liste majoritaire, mais aux populations qui les ont élus. La justice. Excellent exemple. Aujourd'hui, nous venons d'assister, certains disent, à une élimination définitive d'un candidat à l'élection présidentielle, M. Khalifa Sall. Nous lui souhaitons un bon séjour carcéral dans les limites de la décence humaine. Et Réumi et le président Idrissa Seck lui disent toute son amitié. Ils essaient d'éliminer des gens à travers la justice. Idrissa Seck et nous-mêmes avons toujours dit que globalement, la justice sénégalaise fonctionne. Mais sur le petit pourcentage concernant les affaires politiques, il y a un dysfonctionnement qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Nous allons essayer, à travers des propositions fortes que vous allez retrouver dans le programme, de prévenir et de protéger dans l'impartialité. Faire en sorte que le statut politique d'un homme ou d'une femme ne conditionne pas le traitement qui lui sera fait par la justice. Donc une forte réforme de la justice avec une mesure clé, le président de la République, Idrissa Seck éventuellement, qui ne serait plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les compétitions électorales, on y est. On voudrait clarifier, cristalliser les règles du jeu. Clarifier pourquoi? Je donne juste un exemple. Nous sommes en train de vivre la période du parrainage. Il y a un calendrier électoral basé sur la Constitution. On nous avait dit, on commence les dépôts le 12 décembre, on arrête le 26 décembre, le 12 janvier, première décision du Conseil constitutionnel, le 20 janvier, énoncé des listes officielles. Parce qu'on ne maîtrise pas justement le processus du parrainage, vous voyez que le calendrier républicain n'a pas du tout été respecté et qu'on est en train de faire des délibérations contrairement au calendrier républicain. Donc toutes ces règles qui organisent le jeu électoral au Sénégal devra être revues et nous avons un certain nombre de mesures. Mais ici, je vais vous donner juste 2 à 3 points qui nous paraissent particulièrement importants. Idrissa Seck président, nous aurons l'élection du président de la République sans le filtre du parrainage. C'est un engagement qu'il prend. Idrissa Seck président, au-delà de tous les discours de rationalisation des choix budgétaires qui ont été énoncés et qui n'ont pas été faits, le Sénégal va aller vers l'élection du président de la République avec un bulletin unique. Ce sont des exemples d'organisation et de cristallisation du jeu électoral qu'on peut donner. Les autres mesures, vous allez les trouver dans le programme. Un Sénégal compétitif. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Avec 3 éléments, les finances publiques, les politiques fiscales, les infrastructures et le transport. Alors, les finances publiques, assainir et en faire un véritable instrument de relance économique. Il faudra, l'une de nos mesures importantes, arriver à une vraie rationalisation des dépenses budgétaires. Le Sénégal dépense trop sur des domaines qui ne le méritent pas et pas assez dans des domaines sociaux qui le mériteraient mieux. Première mesure, l'élimination de toutes ces macrostructures qui ne servent absolument pas à grand-chose, comme le HCCT ou l'ANPEJ qui a été agrégé avec d'autres institutions de façon très maladroite. Donc nous allons rationaliser les différentes agences au niveau de l'administration, en dégager un profit budgétaire que nous allons investir éventuellement dans le social. Deuxièmement, le Sénégal est dans une politique. Le Sénégal est dans une politique où on a beaucoup de performances en matière de recettes et très peu de bonnes performances en matière de dépenses. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais il y a un certain nombre de réformes administratives que nous allons faire au niveau du ministère de l'économie et des finances pour nous permettre de rationaliser à la fois les dépenses et d'optimiser les recettes. Sur les politiques fiscales,
protéger les faibles et faire contribuer les forts sans les asphyxier. C'est très simple. Si vous regardez aujourd'hui la situation économique du Sénégal, tout ce qui est petite et moyenne entreprise n'est pas protégé, n'est pas encouragé. Les petites et moyennes entreprises, des jeunes de 25 ans, 30 ans qui finissent leurs études, qui créent un business, parce qu'on les encourage à créer un business, font face à une pression fiscale qui les étouffe et qui les évite de se développer. Les mesures fiscales que nous allons prendre vont aller dans le sens d'un allègement fiscal qui permettent à ces jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises de devoir décoller. Juste un exemple. Au Sénégal, quand vous créez une petite et moyenne entreprise, avant même la fin de l'année fiscale, vous recevez des factures pour payer la patente. Lors même que vous avez pris un prêt, vous n'avez pas encore payé tous vos loyers, vous n'avez pas encore payé tous vos salaires, mais l'administration vous met déjà la pression pour lui donner une patente qui est anticipée. Donc, on va faire une politique fiscale forte d'allègement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. De l'autre côté, la politique du président Macky Sall dans ce domaine est désastreuse. Parce que ce sont les plus riches, les grandes entreprises, les multinationales qui bénéficient d'exonérations fiscales que rien ne justifie. On peut donner des exemples comme les industries extractives, la Socosim, qui existe à Rufisque depuis très longtemps, qui en est à 170e année et qui bénéficie encore d'importantes exonérations fiscales qui ne devraient profiter qu'aux industries qui sont en phase d'exploration. Cela fait très longtemps que la Socosim n'est pas en phase d'exploration, mais pour des raisons politiques, elle continue à bénéficier d'un certain nombre de mesures fiscales favorables. Nous allons mettre fin à ce système de promotion des riches, récupérer le maximum d'argent possible dans leur chiffre d'affaires, l'injecter dans l'économie, dans le domaine économique et social et permettre à nos petites et moyennes entreprises de s'en sortir. Mais ces entreprises, ces grandes multinationales qui nous amènent beaucoup d'argent, il faudra bien les taxer à leur juste prix, mais il ne faut pas non plus les asphyxier. Quelqu'un disait que trop d'impôts tue l'impôt. D'autres disaient que les hauts taux tuent les taux totaux. C'est-à-dire plus l'impôt est cher, plus l'impôt est élevé, plus les gens ont une résistance psychologique à l'impôt. Donc nous allons faire ce travail d'équilibre qui leur permette de ne pas bénéficier de toutes les exonérations fiscales, mais de devoir payer au juste prix. C'est ça un Sénégal juste, c'est ça un Sénégal compétitif. L'infrastructure des transports. Il y a énormément de choses à dire. Nous avons plusieurs mesures, au moins une vingtaine que nous proposons ici. Mais pour dire les choses rapidement par rapport à l'actualité, nous considérons que rien qu'avec l'argent qu'on a investi dans le train express régional, 1200 milliards, même s'il continue à dire que c'est 600 milliards, nous considérons qu'avec cet investissement, si on avait pu avoir un bon contrat, le Sénégal serait maillé au niveau ferroviaire de l'est à l'ouest et du nord au sud en ayant le train express régional que nous avons actuellement. C'est parce que le contrat a été très mal négocié, que nous n'avons aucune subvention, aucune dividende, aucun transfert de technologie, et que dans 15 ans, 5 ans, 20 ans, nous allons encore devoir recourir à la France pour faire nos propres trains. Alors que nous avons l'expertise nécessaire qui aurait permis dans le contrat de dégager une subvention qui nous permette de financer notre rail national. Ça a été raté, nous y travaillons et nous proposons dans ces mesures une réforme du rail au Sénégal. C'est la même chose au niveau maritime. Il y a une certaine ville qui s'appelle Rufisque, où j'habite. Il faut toujours savoir que c'est un privilège d'être rufisquois. Mentionnez ça. Où on nous a promis depuis très longtemps, chaque régime qui vient dit, on a fait l'étude, et c'est plus facile de traverser Rufisque, Dakar, à travers des bateaux. Je pense qu'il y a même des inaugurations qui n'ont été faites, rien n'a été effectif. On aura l'occasion d'en parler quand on va parler de l'économie bleue. Le Sénégal ne sait pas utiliser sa façade maritime. Le Sénégal ne sait pas utiliser ses ressources en nous. Et là, nous faisons... Pardon ? Okay. Et là, nous allons faire un certain nombre de propositions qui permettent de mailler tout le territoire national sans pour autant faire des dépenses excessives comme cela a été fait au niveau du train express régional. Un Sénégal ambitieux. 3 points. Les industries naissantes, couver, satisfaire les besoins nationaux et s'ouvrir de façon graduelle. Donc 3 idées. Couver, pourquoi? C'est toute l'idée du patriotisme économique. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que nous sommes dans un monde globalisé et que nous n'avons pas le droit de nous protéger. Ce que le président Macky Sall et son équipe n'ont jamais compris,
c'est qu'on peut se protéger sans être protectionniste. Et que même les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui organise ce secteur donnent un certain nombre de flexibilités qu'on appelle un traitement spécial et différencié aux pays moins avancés comme le Sénégal. Je vous donne juste un exemple. La filière avicole sénégalaise, aujourd'hui, s'est beaucoup développée parce qu'à la base, on avait fermé nos frontières pour des raisons liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Mais quand le Sénégal a compris qu'en fermant sa frontière, on parvient à développer cette industrie locale, nous avons continué à appliquer cette politique en protégeant la filière avicole. C'est ce que nous devons faire. Une industrie, surtout une petite industrie naissante, ne doit pas être ouverte à la concurrence internationale tant qu'elle n'est pas stabilisée au niveau national. Vous ne pouvez pas créer une usine de fabrication de boîtes d'allumettes qui peine encore à payer des salaires, qui a la capacité de gérer la production nationale et d'ouvrir vos frontières pour une usine de production d'allumettes de France qui a déjà amorti ses investissements et qui viendrait vendre moins cher dans ton propre pays. Donc ces industries naissantes, nous allons les couver pour que les jeunes et les moins jeunes aient la possibilité d'investir. Ils croient en la possibilité d'investissement en sachant que leur pays, à travers le patriotisme économique, les protégera. Maintenant, dans toute protection économique, il y a ce qu'on appelle la clause du retour graduel. Vous êtes protégé tant que vous êtes faible. Mais si vous commencez à grandir et à faire des profits, on va vous soumettre à la concurrence pour vous permettre d'être davantage compétitif et gagner encore d'autres parts de marché. Donc nous allons avoir une politique de patriotisme économique extrêmement forte au niveau des industries naissantes que nous assumons. Et je précise que quand on dit patriotisme économique, ce n'est pas la même chose que le nationalisme. Il ne faudrait pas, parce qu'on se protège, qu'on dit qu'on est des nationalistes. Le nationalisme, c'est la détestation des autres. Le patriotisme économique, c'est la préférence de soi-même. L'amour de soi, qui n'est pas la détestation des autres. Même chose pour notre politique industrielle. Je m'amusais à compter les industries qui ont été mises en place par le président Macky Sall pendant 7 ans. C'est peut-être parce que je ne suis pas toujours au Sénégal, je n'ai pas vu les résultats. Si vous en connaissez, vous nous les dites. Je pense que celles rares qui ont été inaugurées, finalement, n'ont pas vécu plus d'une année. Le Sénégal est un pays qui prétend à l'émergence et qui n'a pas d'industrie. C'est une hérésie. On ne peut pas prétendre à l'émergence sans avoir une industrie. Et quand on n'a pas d'industrie, ça veut dire qu'on est dans la posture du colonisé qui fait des produits bruts à exporter vers l'étranger. Je l'ai toujours dit, c'est les Africains qui font pourtant du coton, mais après, avec leur coton, on fait leur faire des chemises qu'on leur vend. C'est les Africains qui font du cacao, mais qui ne font pas de chocolat. La Suisse est un pays qui ne fait pas de cacao, et c'est l'un des pays dont le chocolat est réputé partout à travers le monde. Donc nous devons avoir l'intelligence d'aller au-delà des règles économiques qui nous ont été appliquées par le pouvoir colonisateur. Ils ont mis en place des règles économiques très subtiles. L'une d'elles s'appelle la progressivité des droits de douane. Ça veut dire que plus votre produit est brut, si vous renoncez à transformer votre produit, ils vont vous dire, vous pouvez nous les vendre, vous n'allez même pas payer de droits de douane. Et colonisé que vous êtes, vous allez penser qu'on vous fait une faveur. Mais avec ce produit brut que vous leur donnez, ils vont créer une entreprise, ils vont transformer ce produit, ils vont créer des emplois, ils vont créer de la richesse chez vous et ils vont vous vendre le produit fini 10 fois plus cher. Basta pour cette politique de néocoloniser que le président Idrissa Seck n'aimerait pas du tout mettre en œuvre au Sénégal. Et cela va aller avec le choix de champions stratégiques. Un pays doit identifier ses champions et les protéger. Ce que les Américains appellent le National Vital Interest, ce que les Chinois appellent l'intérêt économique, etc. Quand une industrie arrive à un certain niveau, il faut la protéger. Et là, nous allons faire le choix, mais le choix est difficile parce que même ces grandes industries qu'on devrait pouvoir protéger sont pratiquement dans le déclin. Mais ce sont des mesures phares de notre programme. Agriculture et élevage, rapidement, le président Macky Sall nous avait promis la sécurité alimentaire, notamment l'autosuffisance en riz. Déjà, rien que dans le mot, il y a un manque d'ambition. Parce qu'il parle toujours de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ça veut dire que vous avez l'autonomie de manger ce que vous voulez. Avec une grosse communication sur un acte 2 de la décentralisation qui arriverait. Après le septennat, on a vu qu'il n'y en a pas. Et si on fait
aujourd'hui le bilan de cet acte 3 de la décentralisation, on se rend compte que toutes les communes sont vidées de leur substance. Toutes les communes n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et il y a une situation spéciale avec 5 villes du Sénégal, Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Et par rapport à ça, l'État a mis en avant les intérêts de l'État central au détriment des intérêts de ces collectivités. En mettant en place cette nouvelle contribution qui ne sera plus distribuée au niveau des communes, mais qui sera rétrocédée à l'État central. Donc des villes comme Thiès, comme Dakar vont s'appauvrir davantage parce que quelque part, un ministre de l'économie et des finances a décidé que toute cette patente donnée à ces villes devrait revenir à l'État central pour une utilisation que nous ne maîtrisons pas. Mais ici, l'une des réformes qui nous paraît fondamentale, on en avait discuté, à l'époque on l'avait présenté au président Macky Sall qui l'avait refusé. Je pense que nous sommes tous des citoyens, nous vivons dans nos communes, nous connaissons les réalités locales, nous pensons que le maire doit avoir la même légitimité politique que le président de la République et que le maire doit être élu au suffrage universel direct. Un Sénégal moderne, donc urbanisme et habitat, hydraulique et assainissement. Alors, au niveau de l'urbanisme et de l'habitat, je ne vais pas faire long. Rappelez-vous, un certain Idrissa Seck disait que le président Macky Sall avait une vision qui s'arrête à Diamniadio. Nous avons une autre vision de l'aménagement du territoire et la politique d'habitat. Et nous pensons qu'il faut aller au-delà de Diamniadio. Quand le président Idrissa Seck avait été Premier ministre, il avait mis en place ces grappes de convergence. Il avait identifié les différents villages du Sénégal et il s'était promis que ces villages-là auraient tous les services sociaux de base. Au moins un dispensaire, une école, un réseau d'assainissement, de l'eau potable, etc. Ça fait partie de ses plus grandes réussites. Et nous nous rendons compte qu'après avoir quitté le pouvoir, 16 ans maintenant, il n'y a plus eu aucun Premier ministre, aucun président qui ait continué cette politique de grappe de convergence. Nous voudrions que le Sénégal ne soit pas déséquilibré et que la macrocéphalie de Dakar s'arrête. Mais pour que la macrocéphalie de Dakar trouve une solution, ce n'est pas à Diamniadio qu'il faut s'arrêter. Il faut aller dans toutes ces villes moyennes de l'intérieur du pays et leur donner tous les instruments qui leur permettent d'être une ville moderne. Surtout que maintenant on est dans la communalisation intégrale, on ne devrait même pas parler de ruralité, mais on devrait parler de rurbanité. Une combinaison entre le rural et l'urbain qui donnerait des villes modernes, comme on en trouve en Europe, des villes de 1000, 2000, 3000 étudiants, 3000 habitants, mais qui ont tous les services sociaux de base. L'hydraulique et l'assainissement, bon, vous savez que moi, je me suis noyé dans l'eau un certain 3 avril 2013, mais je suis encore en vie. Et le peu d'expérience que j'en ai nous a permis d'élaborer un certain nombre de propositions. Alors ici, la proposition phare, c'est par rapport à l'hydraulique. Vous voyez tout le débat qu'il y a actuellement avec la SDE, Suez, l'État a lancé un appel d'offres, Suez a gagné, la SDE est en train de contester. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions de régulation. Moi, je ne suis pas ingénieur hydraulique technicien, mais je suis juriste, je sais faire une politique de régulation. Et après, quand on a consulté différents experts, ils nous ont dit que la voie que vous êtes en train de préconiser est la meilleure. Le système de l'hydraulique est très simple. Premièrement, ça ne fonctionne pas comme nous le voulons parce qu'il n'y a pas d'autorité de régulation. Tout simplement, les médias, chez vous, même s'il y a beaucoup de problèmes, vous avez quand même une autorité de régulation qui vous envoie une lettre de temps en temps. OK? Dans le domaine des télécommunications, vous avez la RTP. Mais l'eau, qui est une ressource prépondérante de souveraineté, n'est pas régulée dans notre pays. Donc nous allons mettre en place un observatoire national de l'eau qui va réguler les différentes politiques de libéralisation, c'est fondamental. En plus, c'est pour ça que nous avons dit universaliser, privatiser et libéraliser. Le gros problème de l'eau au Sénégal, c'est que la SDE, avec ses qualités et ses défauts, avait un monopole privé. Un monopole privé est toujours catastrophique. Un monopole public peut s'expliquer parce que c'est l'État. Mais un monopole privé qui n'a pas de concurrence aura toujours tendance à être dans l'autosatisfaction. Au Sénégal, vous pouvez ne pas avoir de l'eau pendant 3 semaines. La 4e semaine, on vous donne de l'eau et on vous demande d'applaudir. Parce que maintenant, vous avez de l'eau. Et on oublie qu'on vous a privé de l'eau pendant 3 semaines. Maintenant, nous voulons mettre fin à ce système. Parce que la privatisation doit être complétée par la libéralisation.
tout processus de privatisation doit être complété par un processus de libéralisation. Donc nous proposons, nous, d'aller dans le domaine de l'eau, comme exactement ce qui se passe dans le domaine des télécommunications. Je fais de la publicité pour personne, vous connaissez les 3 opérateurs. Si Orange ne vous satisfait pas, vous allez à Tigo. Qui ne vous satisfait pas, vous allez à Expresso. C'est ce qu'on doit avoir dans le secteur en place pour soi-disant bloquer les réseaux sociaux seront abrogés dès l'installation de Idrissa Seck au palais présidentiel. Donc l'audiovisuel, alors tout l'audiovisuel tourne autour du public et du privé. Nous nous sommes dit que la RTS ne devrait plus être en concurrence avec les chaînes privées. Que la RTS doit être un bien national, dont d'ailleurs le directeur serait nommé à travers un concours public après un appel d'offres. Nous allons délester, c'est la proposition du président Idrissa Seck, délester la RTS des revenus publicitaires et mettre en place un système de compensation. Ça veut dire que toute la publicité va aller aux télé et radios privées. Mais en compensation, ça a un coût, mais je pense que ça va être extrêmement bénéfique pour les télé et les radios privées. On va devoir prendre, parce qu'on leur donne une manne publicitaire, on augmente leur chiffre d'affaires, on va devoir prendre de ce chiffre d'affaires un petit pourcentage qu'on met au trésor public pour financer justement la RTS. Et puisqu'elles ne seront plus contre elles, les télévisions privées et les radios privées, la concurrence va être plus saine. On a mis en place un certain nombre de pourcentages. Par exemple, on considère que les télés privées vont donner environ 5% de ce chiffre d'affaires au trésor qui va retrocéder à la RTS. Mais nous allons aussi taxer à hauteur de 1% à peu près les sociétés de production audiovisuelle, les sociétés qui travaillent sur la valeur ajoutée. En fait, c'est un transfèrement de recettes qui permet au secteur privé d'être plus compétitif et de créer des emplois et de permettre à la RTS, avec un directeur nommé sur appel d'offres, de s'occuper vraiment du service public, mais pas simplement du service du palais présidentiel. Un Sénégal solidaire. Alors là, c'est toute la politique sociale qui revient ici. Pour l'handicap, promouvoir l'inégalité juste. Ce que nous appelons l'inégalité juste, c'est que quand quelqu'un semble être un peu moins doté par la nature, c'est lui qui est dans une situation d'inégalité. C'est lui qui est dans une situation d'handicap. Le fait de lui donner des privilèges compensatoires fait qu'il est au même titre que les autres. Donc, ce n'est pas une discrimination. On n'a pas voulu utiliser ce mot, mais on permet à ceux qui ont un gap de le combler. Et de ce point de vue, l'ensemble des propositions qui ont été mises ici ont été faites en parfaite collaboration avec la Fédération sénégalaise des handicapés du Sénégal, dirigée par notre ami Yatma Fall, un autre privilégié qui habite Rufisque, et qui nous a donné leur charte que nous avons introduit in extenso dans notre programme. Travail social, emploi, je sais que nous sommes attendus, mais ici, c'est l'un des documents les plus lourds. Parce que quand vous allez parler de l'emploi, vous allez parler de la jeunesse, vous allez parler des femmes, vous allez parler du secteur privé. Donc on a énormément de mesures qui sont prévues ici, naturellement dans ce que nous appelons l'exaltation du secteur privé. Au Sénégal, les gens ont peur d'entreprendre. Au Sénégal, les gens ont peur d'embaucher, parce que l'État ne met pas en place les flexibilités nécessaires. Au Sénégal, les gens du secteur informel, on va en parler tout à l'heure, ont peur de se professionnaliser. Donc nous pensons, comme on a l'habitude de dire, que c'est de la responsabilité de l'État de mettre en place les balises, de donner l'envie d'entreprendre aux gens du secteur privé, de leur faire des allègements sociaux et de leur permettre de recruter le maximum possible. Tous ces petits arrangements qui ont été faits avec des sociétés comme l'ANPJ seront totalement remis en cause. Et vous verrez, dans notre draft de programme, vous ne verrez pas, par exemple, femmes ou jeunes. Parce que nous considérons qu'il y a une forme de démagogie à dire politique des jeunes, politique des femmes. Les jeunes, vous les retrouvez dans l'agriculture, vous allez les retrouver dans l'industrie, vous allez les retrouver dans le secteur privé. Donc la vraie politique de la jeunesse, c'est la politique transversale qui donne aux jeunes une part de responsabilité dans toutes les politiques publiques de la nation. La santé, bon, il faut aller lire le réquisitoire de Anne de Guessem pour comprendre un certain nombre de choses. Donc ici, l'idée que je vais mettre juste en avant, c'est l'idée du désert médical. On n'en parle pas souvent, mais le Sénégal est un vrai désert médical. Nos brillants médecins qui sortent, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie souvent d'aller dans les zones reculées. Nous allons mettre en place une politique d'incitation
qui fait qu'un jeune médecin qui est né au point E, qui a appris à l'université de Dakar, pourra aller à Ranérou servir son pays sans se poser des questions existentielles. Donc le centre de notre politique sociale, ce sera vraiment la résorption du désert médical. On a aussi fait un constat, et par rapport auquel nous proposons des solutions, c'est que l'État du Sénégal actuellement, surtout à travers la CMU, ne sait pas articuler les mesures sanitaires et les mesures sociales. Dans notre pays, les politiques sanitaires doivent toujours aller avec les mesures sociales. Il ne faut pas les déconnecter. Donc à la place de la CMU, nous proposons de mettre en place une structure beaucoup plus holistique qui ferait par exemple qu'on ne va pas soutenir l'enfant sans soutenir la mère. Parce que si vous soutenez l'enfant et que vous soutenez la mère, le résultat que vous allez avoir n'est pas un résultat probant. J'essaie d'aller vite parce que je sais que c'est long et puis après il y aura les questions-réponses. Alors l'économie bleue, je regarde d'un coin de l'œil notre expert Pape Goré Ndiaye, l'un des meilleurs dans son domaine en Afrique francophone et même au-delà. Et nous l'avons intitulé « Puissance atlantique optimisée ». Ça veut dire énormément de choses. Je pense que lui-même découvre cet intitulé. Puissance atlantique optimisée, c'est juste une façon de dire que nous avons une très mauvaise gestion de nos ressources qui se trouvent dans l'océan Atlantique et dans les cours d'eau et lacs. Aujourd'hui, il a l'habitude de le rappeler, beaucoup de gens ne savent pas que le tchof que nous avons l'habitude de manger, qui venait d'habitude des eaux sénégalaises, ne vient plus pour la plupart du temps des eaux sénégalaises. Et beaucoup ne le savent pas. On mange du tchof, on pense que ça vient du large de Kayar, alors que ça vient d'un autre pays. Parce que nos ressources en pêche ont été tellement bradées à travers des licences qui n'avaient aucune cohérence qu'aujourd'hui le Sénégal, qui a toute cette côte qui était jadis poissonneuse, est dans une situation de dépendance. Et c'est ça qui nous a amené tous nos problèmes avec la Mauritanie, qui n'a pas été tout le temps de tradition pêche, qui a encore une mer poissonneuse et qui, des fois, nous impose un certain nombre de conditionnalités dans nos rapports. Donc nous allons faire en sorte d'éliminer toutes ces licences de pêche données arbitrairement à des étrangers sans le respect des conditions environnementales. Proposer une politique de facilité de billets d'avion pour que les enfants sénégalais nés à l'étranger viennent s'imprégner de leur réalité culturelle et puissent vendre la culture sénégalaise partout dans le monde. Bon, les cultes, je ne vais pas trop insister, nous sommes un pays de religions différentes, nous sommes un pays de tariqa différentes, nous nous respectons et c'est quelque chose que Idrissa va mettre en œuvre avec un supplément, la meilleure prise en compte des dara dans les subventions publiques. Il n'est pas normal que quand on étudie, quand on apprend les Rougon-Macquart ou bien des fois dans les maths, bon, mais ça je le dis pour taquiner, on nous appelle des je sais pas, sinus, cosinus, des trucs que j'ai jamais compris moi en tout cas, qu'on ait une bourse et quand on apprend des choses plus ou moins endogènes sur Seyid Touba ou Aladji Malik, qu'on n'ait pas de soutien de l'État. Donc les Dara seront promus parce qu'Idrissa est un enfant des Dara et c'est pas les Dara qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et tout est dans la phrase. Idrissa propose un dépérissement graduel du franc CFA adossé à une solution régionale impérative. En résumé, il pense que ça ne sert à rien de dire « je vais sortir du franc CFA ». Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits « je vais sortir du franc CFA ». Parce que le franc CFA est dans un processus de dépérissement qui fait qu'il va mourir de sa belle mort. Pourquoi? Parce que nos États de la CEDEAO sont dans un processus de création d'une monnaie unique qui est naturellement l'alternative au franc CFA. Quand vous êtes un enfant, vous grandissez dans la maison familiale, vous obtenez du travail, vous avez des revenus, et vous commencez à faire votre chantier. Vous faites R+1, R+2, R+3, et vous êtes en train de faire les finitions. Vous n'avez pas besoin de prendre le micro pour aller dire « je vais sortir de la maison de mon père ». Vous n'en avez pas besoin, parce que vous avez enclenché une procédure qui fait que fatalement vous allez sortir de la maison de votre père. Et quand bien même vous ne le voudrez pas, votre père va penser qu'il est mieux que vous alliez dans votre R+3 que dans son baraquement qui est en train de crouler et pour lesquels il n'a pas les moyens de les rendre meilleurs. Donc, et c'est ça qui était dramatique dans l'attitude du président Macky Sall. Quand le président Macky Sall faisait sa déclaration forte
pour dire que le CFA est une bonne monnaie, nous y restons. En ce moment, il était le président en exercice de la CEDEAO. Et au même moment, il était en train de piloter le processus de création de la monnaie unique CEDEAO à l'horizon 2020. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il a un discours pour nous et un discours pour les autres, ailleurs, qui lui donnent des ordres. Parce que ce discours-là n'est pas adressé aux Ouest africains. Parce que nous savons que nous aurons très bientôt la monnaie unique. Donc c'est ça, dépérissement graduel. Donc le CFA va continuer à dépérir. Le CFA pour le moment en Afrique de l'Ouest, c'est les 8 pays de l'UEMOA. Alors avec la CEDEAO, ce sera 15 pays plus le Nigeria. Donc 14 pays plus le Nigeria. Pratiquement 1 million d'habitants. C'est beaucoup plus intéressant que d'être dans le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et le jour où le CFA de l'Afrique de l'Ouest va disparaître au profit de la monnaie unique CEDEAO, il ne restera que l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale n'aura plus les arguments pour rester dans la zone CFA. Donc nous, notre position, c'est qu'on ne s'acharne pas sur le CFA, on continue la procédure régionale impérative dont on a parlé, et un jour, on va en sortir pour entrer dans notre nouvelle monnaie avec toute la souveraineté nécessaire. Les accords de partenariat économique, on en parle beaucoup. Les accords de partenariat économique, ça n'avançait pas parce que les pays africains avaient une certaine conscience de leurs intérêts. En 2014, un président qui s'appelle Macky Sall a décidé que puisqu'il y avait les accords de Cotonou, qu'il y avait les accords de Yaoundé, il fallait avoir les accords de Dakar. Et les négociations qui étaient bloquées pendant des années ont été débloquées par une diplomatie excessivement imprudente du président Macky Sall pour dire venez à Dakar, sur un certain nombre de questions pour lesquelles nous n'étions pas d'accord avec l'Union européenne, nous allons faire profil bas et nous allons signer l'accord. Et le Sénégal a signé l'accord et le Sénégal était la risée du monde. Cet accord, heureusement, aujourd'hui n'est pas entré en vigueur parce que sur les 16 pays qui doivent le signer, il y a le Nigeria qui fait de la résistance. Parce que dans le contenu de l'accord, et vous allez le voir dans notre programme, il y a un certain nombre de dispositions qui font que nos petites et moyennes entreprises ne pourront pas prospérer. Parce qu'elles seront soumises à la concurrence étrangère. Il y a un certain nombre de dispositions qui font que l'Europe nous dit, si vous allez commercer demain avec le Brésil ou l'Argentine ou l'Inde, les avantages commerciaux que vous vous donnez entre vous doivent être cédés à l'Union européenne. Parce que ça fait longtemps que nous vous aidons. Ils sont dans une logique de coopération au développement, nous sommes dans une logique commerciale. Donc ce mauvais accord que Macky Sall a signé pour le Sénégal devra être renégocié. Donc, première option pour le président Idrissa Seck, c'est sensibiliser les autres pays qui ont signé pour leur dire que nous avons signé un mauvais accord. Deuxième option, dénoncer. En droit international, dénoncer, ça veut dire sortir de l'accord. Et troisièmement, renégocier. Parce que comme pour le CFA, on ne peut pas ne pas avoir d'accord de partenariat économique. On les aura. Mais l'accord de partenariat économique qu'on aura doit refléter nos propres préoccupations de développement. C'est fondamental. Donc l'accord, en l'état actuel, signé par le Sénégal, ne sera pas mis en œuvre. Maintenant, le court-circuit qu'on pourrait avoir, c'est qu'entre-temps, le Nigeria signe, mais nous savons que le Nigeria a une pleine conscience de ses intérêts. Défense extérieure, donc je pense que j'en ai un peu parlé. Or, en institutionnalisant les sports-études, c'était dans le Yonou Yokote, Macky Sall ne l'a jamais respecté, il faut une filière sport-études officielle, acceptée, agrémentée. Il ne faut pas penser que ce sont les nullards qui vont aller faire du sport. Ce n'est pas vrai. Ça peut être une passion qui veut devenir un métier. Donc nous allons mettre en place des structures sport-études. Ensuite, nous allons mettre en place des contrats de performance avec les différentes fédérations, avec des primes aux fédérations les plus performantes. Nous allons aussi mettre en place un système de solidarité. Il y a des sports qui représentent bien le Sénégal et qui ne bénéficient pas de subventions à hauteur de leur performance. Donc éviter le tout football. Et c'est l'occasion de rappeler que le président Macky Sall, dans le Yonou Yokote, nous avait promis l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations durant son septennat. Et le Sénégal n'a jamais été même pas candidat à une CAN durant son septennat. C'est le genre de choses qu'on dit par démagogie pour plaire à tout le monde et qu'on oublie une fois élu. Ce n'est pas du tout le style du président Idrissa Seck. Art et industrie culturelle, beaucoup de propositions qu'on fait, parce que c'est comme le sport. C'est pour ça ici qu'on a dit un Sénégal fier. Parce que ça a la double vocation professionnelle du travail, mais la vocation aussi de représentation. Ici, par exemple, nous proposons de mettre en place le statut de l'artiste. L'artiste sénégalais, il n'a aucun statut. Il n'est pas reconnu.
il ne cotise pas aux retraites, il ne fait rien. Nous allons mettre en place un statut des artistes qui est quelque chose réclamé par les artistes depuis longtemps. Mais surtout pour toutes les productions artistiques, parce que des fois il est difficilement quantifiable financièrement d'avoir une quantification financière d'un produit. Nous avons dit que l'État doit être le premier client des artistes. L'État doit pouvoir dire, si le ministère de l'Agriculture doit avoir par exemple un budget annuel de 10 millions pour l'achat de tableaux décoratifs, que les 80 millions au moins soient utilisés dans l'achat des tableaux d'artistes sénégalais pour les promouvoir. Donc on va mettre en place ce système de quotas pour permettre à nos artistes de s'épanouir. Un Sénégal équilibré avec 3 points, là je vais insister beaucoup sur le premier. Commerce intérieur et grande distribution, c'est la question de Auchan. Nous avons notre position sur la question. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour nos amis qui disent Auchan dort, mais notre conviction, c'est qu'une république ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des équilibres à trouver. C'est pour ça que nous disons investissement mixte, donc investissement sénégalais étranger, consommation locale. Nous pensons que ce qu'il faut faire, ce n'est pas dire à Auchan, prenez vos bagages et partez. Parce qu'ils ont le droit de venir s'installer suivant la réglementation sénégalaise, et il y a des Sénégalais qui se retrouvent dans Auchan. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que si c'est une entreprise française qui vient s'installer, vous lui mettez les conditions sénégalaises. Entreprise française, conditions sénégalaises. Conditions par rapport au recrutement, totalement, exclusivement sénégalaises. Conditions par rapport à la direction. Il y a des entreprises qui vous disent, oui, je prends vos ouvriers, mais la direction sera étrangère. Vous mettez un quota extrêmement important de plus de 50% sur la direction de l'entreprise. Vous faites une conditionnalité par rapport à la production. Vous dites à Auchan, tant qu'il y a de l'oignon au Sénégal, vous n'avez pas le droit d'importer de l'oignon. Tant qu'il y a de la papaye au Sénégal, vous n'avez pas le droit d'importer de la papaye. Tant que la production locale sénégalaise est disponible, vous allez utiliser la production locale disponible. Et vous allez mettre ça en relation avec votre politique agricole. Vous augmentez la production qui est consommée par ces grands distributeurs et vous avez une sécurité alimentaire et une souveraineté alimentaire. Ce n'est pas grave. Mais des fois, nos dirigeants n'ont pas le cran de regarder leurs partenaires et de leur imposer un certain nombre de conditionnalités. Secteur informel, nous avons aussi beaucoup travaillé avec ce secteur. Je ne sais pas si mon ami Bassirou Dien est dans la salle, il m'a beaucoup aidé.